Plus de 500 000 morts dans le monde. La pandémie de la maladie à coronavirus continue de creuser son hécatombe depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition du virus en décembre dernier. Hécatombe, jusqu'à quelle profondeur? Déjà 8000 personnes emportées sur le continent avec des fortunes diverses pour les pays. Où en est par exemple le Togo, 3 mois après le déclenchement de la pandémie? On fait le bilan dans cette émission spéciale à 3 volets. D'abord, le point de la situation et l'analyse des résultats obtenus avec en exclusivité le témoignage à visage découvert d'une personne guérie. Deuxième panel, comment la pandémie se vit-elle, secteur par secteur, surtout dans les entreprises. Troisième et dernier plateau, les perspectives, les projections, la prospective, la vie après la Covid-19. Médecins au front, universitaires, chefs d'entreprise, des invités de prestige à découvrir dans un instant, des duplex aussi de plusieurs capitales du monde, dont Paris, Genève, Douala et Dakar. Nous aurons par exemple un duplex avec Didier Pité, infectiologue, épidémiologiste de renom, co-inventeur de la solution hydroalcoolique. Émission spéciale conçue autour d'une idée originale de Focus Yaku avec l'appui de l'Institut national d'assurance maladie du Togo, coproduite et réalisée par New World Info, la télé qui vous transforme. Nous sommes en synchro avec 2 chaînes togolaises, Radio Télévision Delta Santé et TV2, Téléthon Covid-19. Bienvenue à tous. Pour celles qui nous donnent la vie, pour celles et ceux qui en prennent soin, pour celles et ceux qui nous font grandir, pour celles et ceux qui se mettent au service des autres. Parce que toute une vie vouée au service de la collectivité vaut la reconnaissance de tous. Nous sommes INAM, l'Institut national d'assurance maladie. Pour eux, les agents du service public, l'INAM garantit depuis 2012 leur accès à des soins de qualité. Avec INAM, se soigner n'est plus un souci. Voici les invités de ce premier panel. Docteur Colonel Sosinou Aoussi. Il est épidémiologiste, secrétaire général du ministère de la Santé du Togo. Avec lui, docteur Lidao Alembaoué, médecin infectiologue au centre hospitalier universitaire Sylvanos Olympio de Lomé. Chers invités, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci Gilles. Quelques chiffres pour fixer les idées. Le Togo a enregistré son premier cas de coronavirus, c'était le 6 mars. Situation à la date du 26 juin 2020. Cas confirmé 591, personnes guéries 395, 182 cas actifs, décès 14. Chers invités au plateau, voici donc la courbe évolutive de la maladie au Togo. On va nous la projeter dans un instant. Nous allons y revenir pour le débat. Mais dites-nous, 3 mois après ce premier cas enregistré au Togo, avez-vous cerné le virus aujourd'hui, monsieur le secrétaire général, son mode opératoire, ou existe-t-il encore des zones d'ombre sur la connaissance du coronavirus? Merci beaucoup Gilles. D'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour aider à maintenir donc le contrôle de cette épidémie depuis son début au Togo. Alors, est-ce que nous cernons ce virus? Je peux dire oui d'abord et puis non après oui, parce que aujourd'hui les connaissances ont beaucoup évolué et quand nous prenons le cas du Togo, l'organisation de l'épidémiologie du terrain avec l'investigation autour des cas, le mode de prise en charge, la coordination depuis le sommet de l'État jusqu'au niveau opérationnel à travers le comité, la coordination nationale de gestion de la riposte de cette épidémie et les comités locaux préfectoraux, nous pouvons dire que nous avons la maîtrise, nous avons cerné assez ce mal. Bien évidemment, remercier la population aussi pour l'immense majorité qui a adhéré aux mesures préventives. Mais c'est une maladie nouvelle. C'est ça qui me fait dire que non, nous ne pouvons pas à 100% être sûrs que nous avons cerné ce virus. Des connaissances évoluent.
Cette maladie est nouvelle, le virus est nouveau. Nous continuons par apprendre au jour le jour. Et quelles sont les zones d'ombre qui existent aujourd'hui en tant que praticien hospitalier, docteur Baoué, sur quoi vous avez encore des doutes? Quelles sont les zones d'ombre? Alors, les zones d'ombre que nous avons encore sur ce virus, c'est l'immunité. L'immunité, c'est une question. Est-ce qu'après une maladie à coronavirus 2019, est-ce que la personne guérit définitivement? Ça, c'est encore une zone d'ombre. Et donc, de jour en jour, les recherches sont en train d'être faites pour apporter une lumière sur ce côté-là. Il y a également le mode de transmission. Le mode de transmission que nous connaissons habituellement, que nous disons tous les jours, c'est la transmission par voie respiratoire. Mais des publications ont montré l'existence, par exemple, du virus dans les selles, dans le sang, et il se pourrait qu'une contamination par la voie sanguine ou bien par d'autres voies soit possible. Donc, comme l'a dit le secrétaire général, de jour en jour, les connaissances évoluent. Donc voilà un peu au niveau de la prise en charge, au niveau clinique, les zones d'ombre, quelques zones d'ombre qui existent encore. Mais donc ça veut dire que les informations que vous avez aujourd'hui en tant que personnel de santé sont suffisantes pour organiser la riposte? Bien évidemment, c'est d'ailleurs ça qui fait que, comme nous sommes restés tenaces et constants dans la gestion de l'épidémie, vous allez comparer les chiffres du Togo par rapport aux pays voisins et d'autres pays dans le monde. Vous avez vu que la stratégie, c'est toujours les populations cibles. Ces populations cibles étant les voyageurs qui sont rentrés dans le pays, les suspects que nous avons pu découvrir et les contacts autour des camps confirmés que nous continuons toujours donc à suivre, à screener et puis à découvrir les cas contacts et les cas confirmés. Alors, cela dit, si nous continuons dans cette stratégie, je crois que le Togo peut continuer par maîtriser. Alors, il faut toujours continuer ce genre d'émission pour acquérir l'adhésion de la population qui observe quand je roule et je vois la plupart des passagers, ils ont le masque au visage. Presque partout, il y a le dispositif de lave-mains. Je crois que c'est les mesures essentielles. Les pays qui n'ont pas opté pour ça, nous voyons aujourd'hui l'évolution de la maladie. Donc, je crois que nous faisons tout dans le pays pour un bon contrôle de cette pour la riposte. Alors, il a été abondamment dit des vérités, des contre-vérités sur cette maladie. Par exemple, au début, on nous disait que les personnes âgées étaient très vulnérables à la maladie. Mais une étude internationale vient même de conclure que les décès chez les enfants dus au Covid-19, docteur Baoué, sont extrêmement rares et ne surviennent que dans moins de 1% des cas, quand la maladie, selon ces scientifiques, reste chez les enfants essentiellement bénigne. Contraste au Togo, la population jeune, les enfants ont été très touchés. Oui, très touchés. Qu'est-ce que vous entendez par très touchés? Parce que le nombre de décès enregistrés a été plus important dans cette tranche, les enfants et les adolescents, apparemment. Pas du tout. Alors, moi, j'ai fait une étude, enfin, une revue de ce que nous avons eu déjà depuis le 6 mars jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis arrêté à la date du 13 juin. On a eu 18 enfants. Et on a considéré comme enfants tous ceux qui étaient âgés de moins de 17 ans. Et parmi ces cas, la plupart étaient asymptomatiques et on a déploré seulement un seul décès. Il s'agissait d'un nouveau-né qui était à 28 jours de vie. Donc, et ce qui concorde avec les résultats de l'étude dont vous avez fait cas tout à l'heure. Donc, au Togo, l'épidémiologie de la maladie au niveau des enfants répond à celle de l'épidémiologie mondiale. De la répartition des cas confirmés et des décès au Togo selon l'âge, voilà. On voit quand même que dans les cas, la tranche jeune est quand même suffisamment touchée. Alors, si vous voyez là, ça c'est le nombre de cas confirmés. Si vous comptez bien, ça fait 42. Sur les 42, vous savez, il faut faire le ratio. Je vais vous ramener sur la piste statistique, d'accord? Et si vous revenez sur la piste statistique, vous verrez que quelle est la population, la taille de la population de la tranche d'âge 0 à 15 ans au Togo. C'est autour de 40% de la population. D'accord? C'est autour de 40% de la population. Et quand vous prenez la population âgée de 55 ans et plus,
c'est autour de 7% de la population. Autrement dit, si vous prenez un adulte, vous avez en face environ 6 enfants. D'accord? Un adulte pour 6 enfants. Donc vous voyez que quand vous prenez la figure qui montre les décès, bon, vous n'avez pas montré ça là-bas, vous allez voir qu'au total, on a eu 4 enfants qui sont décédés sur les 42 jusqu'à présent. Vous voyez ça? Or, si vous prenez la population adulte, ça fait 10 sur l'ensemble de la population adulte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les 4 enfants qui sont décédés, que nous connaissons très bien, c'est des enfants qui souffraient déjà d'autres maladies. Vous savez que c'est la tranche d'âge qui est très touchée par les maladies telles que le paludisme, les maladies respiratoires, la diarrhée. Vous voyez ça? Alors, non, pas. Les enfants sont moins touchés par le diabète. D'accord? Donc, c'est des enfants déjà fragilisés et dans un contexte de Covid, ils sont plus exposés. Et parfois, ils arrivent un peu tard pour les Parfois, soins. Exactement, puisque certains parents, malheureusement, s'amusent à utiliser des potions qui ne riment pas avec le traitement évident pour les maladies dont souffrent ces enfants-là. Et pour clore ce chapitre sur la connaissance de la maladie, en ce qui concerne les symptômes, les manifestations de la maladie, est-ce qu'on est unanime aujourd'hui sur la façon dont la maladie se révèle? Oui, on est unanime puisque la médecine elle est universelle et les signes trouvés ailleurs sont retrouvés ici. Donc sur le plan clinique, les signes sont pareils. C'est-à-dire de la fièvre? Oui, d'abord sur le plan clinique, il faut s'irriter parce qu'il y a les personnes qui sont touchées, c'est-à-dire chez qui on a détecté le virus, mais qui ne manifestent pas la maladie, ils sont asymptomatiques, et d'autres qui vont manifester des signes. Et parmi les personnes qui vont manifester des signes, il faut également les distinguer. Il y a ceux qui vont développer des signes mineurs ou légers, des signes modérés, des signes graves ou bien des signes sévères. Et en fonction du stade de gravité, les signes également sont là. Lorsqu'on prend les personnes qui ont des signes légers ou modérés, c'est la fièvre qui peut manquer dans certains cas. La fièvre, les céphalies, les maux de tête, la fatigue, la diarrhée chez certains enfants, les douleurs abdominales et les douleurs musculaires ou bien les douleurs des articulations. Bref, des signes qui peuvent mimer un paludisme par exemple. Ça, c'est pour les cas légers. Ou bien quelquefois, la personne peut avoir une diminution de l'odorat, ce qu'on appelle en termes médicaux l'anosmie. La perte de goût. La perte de goût qu'on appelle en termes médicaux la gueusie. Donc, c'est des signes qui peuvent orienter également vers cette maladie. Et dans les cas graves ou bien critiques, c'est vraiment une vraie infection respiratoire. Donc, le virus a dépassé le stade des voies aériennes supérieures et pénètre dans les voies aériennes inférieures, c'est-à-dire dans les poumons, et va créer une vraie inflammation là-bas qui peut se révéler par des signes sévères, notamment une détresse respiratoire qui va nécessiter des moyens de réanimation. Covid-19, nouveau virus qui a pris le monde médical au dépourvu. Comment se débrouille le personnel soignant pour sauver les meubles? Les choix thérapeutiques au Togo et au monde. Sujet. Le coronavirus, 6 mois après son apparition, tue et les cas de personnes infectées augmentent dans certains pays. Rien n'arrête sa propagation. Toujours pas de traitement efficace contre le Covid-19. Actuellement, on a plus de 150 candidats vaccins qui sont en train d'être, dans le pipeline de la recherche. Mais sur les 150, il faut dire qu'actuellement, on a au moins 10 qui sont déjà à l'étape d'essai clinique sur l'homme. Dans le monde, la polémique continue autour de l'hydroxychloroquine. Et ce médicament, on le connaît mieux que tous les médicaments au monde. Il y a des milliards de gens qui ont mangé de la chloroquine. Donc on sait très très bien quelle est sa pharmacocinétique, comment ça fonctionne. Après, il va falloir ajuster le meilleur traitement. Au Togo, 3 mois après le premier cas confirmé en mars 2020, au moins 360 personnes sont guéries sur un total de 555 cas confirmés. Mais suivant quel protocole de traitement?
beaucoup de pays sont rentrés dans ce protocole avec la chloroquine. Le Togo aussi est en train. Ces protocoles administrés n'ont pas encore fait leur preuve formelle, mais on l'essaie toujours. Et si le remède venait de l'Afrique, comme l'affirme le président malgache? Je suis convaincu, je suis persuadé que en fait, l'histoire nous prouvera. Mais aujourd'hui, il y a déjà 2 cas qui ont été guéris avec le Tambaf CVO. Mais on verra en fait la suite. A priori, on peut penser que l'artémisia, qui est une activité sur un parasite, peut être utilisée notamment dans les mécanismes d'action. On peut certainement imaginer que cette molécule puisse marcher. De nombreuses expérimentations prennent forme sur le continent, au Togo aussi. Les recherches se font dans le sens à trouver un remède capable de donner de la force à l'organisme pour pouvoir éliminer au mieux le virus. Au Togo, même si tout se met en place pour rompre la chaîne de contamination, les autorités redoutent désormais des contaminations par des personnes asymptomatiques et revenant de l'étranger. Nous sommes rejoints au plateau par notre confrère Gérard Wilson de la radio-télévision Delta Santé. Gérard, bonsoir. Bonsoir Gilles. Amis invités, merci d'être associés à ce rendez-vous sur le Covid-19, cette émission Téléthon donc, qui fait le point de la maladie 3 mois après son apparition au Togo. Mais la question préoccupante, c'est le protocole thérapeutique sur lequel tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Alors, question directe, docteur Baoui, comment sont-on les malades du coronavirus au Togo? Alors, c'est une question qui revient toujours dans nos émissions. Alors, et je réponds par ceci. Il faut noter que la maladie à coronavirus, du moins la COVID-19, est une maladie pour laquelle on n'a pas encore de vaccin ou on n'a pas encore de médicaments spécifiques. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont en essai. Et ces médicaments n'ont pas encore vraiment fait la preuve de leur efficacité. C'est vrai, c'est des médicaments qui ont quand même une action, une sensibilité sur le virus, mais on ne peut pas les utiliser, on ne peut pas être sûr à 100% à l'heure actuelle que ces médicaments vont aller dans le sens rapide d'une guérison. Donc, tous les pays se cherchent en matière de protocole. Et aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est que la maladie, lorsque la maladie survient chez une personne qui a une immunité qui est robuste, qui est forte, il a beaucoup de chances de guérison. Et lorsque la maladie survient chez des personnes qui ont des comorbidités, c'est-à-dire des maladies préexistantes, quel que soit le protocole qu'on va administrer, si vraiment le stade est vraiment sévère, malheureusement, on ne pourra pas les rattraper. La preuve, tous les cas de décès que nous avons eu jusqu'à aujourd'hui, ils ont bénéficié de ce protocole que nous utilisons, la chloroquine, mais ça n'a pas empêché que certains cas de décès surviennent. Donc la chloroquine n'est pas vraiment la panacée. Mais il faut noter qu'il faut que la personne également ait un système vraiment très robuste pour pouvoir lutter elle-même contre cette maladie. Docteur aussi, alors on parle de 14 cas guéris chez nous au Togo. Concrètement, qu'est-ce que vous l'avez administré? Rien que la chloroquine ou bien 14 décès, pardon. Bon, on va donner toujours plus de 300 cas guéris, oui. Bien sûr, nous allons donner la primeur toujours aux cliniciens qui ont fait vraiment d'excellents travail, c'est ça. Oui, donc de prise en charge. La situation nous donne 395 cas de guérison à ce jour. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Et tout dépend du stade auquel la personne est arrivée au niveau de sa maladie. Et tout dépend également de l'immunité de la personne et des facteurs préexistants. C'est ça. Des facteurs donc ça veut dire que vous agissez plus concrètement sur le système immunitaire de la personne, du patient qui arrive. Oui, nous, le système immunitaire joue un rôle très important dans la plupart des maladies virales d'ailleurs. Dans les grippes en général, lorsqu'on a un rhume banal, habituellement on ne prend rien, mais ça passe. C'est parce qu'on a un système immunitaire qui combat le virus contre la grippe. Et donc c'est la même chose dans cette maladie, sauf que cette maladie peut connaître des cas sévères. Et c'est là que la complexité de la maladie va arriver avec des décès. Et surtout si la personne a déjà des facteurs de comorbidité, comme on le dit souvent. Mais en dehors du protocole Didier Raoult, il y a eu dans certains pays d'autres protocoles de traitement, le Covid Organics par exemple, à Madagascar. Le Togo a eu quelques échantillons de ce produit.
Docteur Colonel, est-ce que vous l'avez essayé? Vous avez goûté ce produit? Mais vous savez, c'est les premiers responsables thérapeutiques. Nous avons coordonné sur le plan national tous ces exercices-là. C'est le politique qui donne les orientations stratégiques. Non, vous savez, le Togo a reçu aussi bien sûr, le Togo, c'est le Madagascar a envoyé des échantillons partout dans les pays africains. Nous en avons reçu. Mais comme il l'a dit, et comme vous insistez que je réponde, je vais vous dire que cette maladie, c'est une maladie nouvelle. Toutes les propositions thérapeutiques, tant que ça n'a pas montré de preuves de toxicité, on les utilise pour cibler l'efficacité thérapeutique. Ce que nous savons, c'est que parmi les 14 patients qui sont décédés au Togo, tous l'ont été parce qu'ils avaient une maladie préexistante. C'est ça. Sinon, un patient régulièrement admis dans un centre hospitalier, au CHR Lomé Commune ou ailleurs dans le pays, et qui a des symptômes mineurs de la maladie, ces patients ont été dûment bien soignés jusqu'à guérison. Oui, docteur, donc, c'est pour vous rassurer que le protocole thérapeutique mis en place dans le pays, d'ailleurs, nous ne traitons pas la maladie. Chaque médecin, moi-même en tant que médecin, ce que nous savons, c'est que nous traitons le malade dans son entièreté. C'est-à-dire, on ne va pas cibler que Covid. Si la personne a le diabète, vous devez prendre en charge son diabète, son hypertension artérielle et toutes les maladies préexistantes ou les maladies additionnelles. Vous savez que certains de ces malades ont été même dialysés. Vous avez été au courant. C'est pour dire que nous traitons le malade et non la maladie. Docteur Aoussi, voici maintenant un moment clé de cette émission. Pour la première fois, un malade guéri de la maladie à coronavirus au Togo accepte de témoigner à visage découvert. Madame Alima Aimon, bonjour. Bonjour, monsieur Bocon. Vous êtes pratiquement la première personne à accepter de témoigner à visage découvert. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous, quand est-ce que vous avez contracté la maladie à coronavirus? J'ai contracté la maladie coronavirus, je pense, à début avril. Parce que j'ai commencé à avoir des symptômes vers mi-avril, on va dire. Et j'ai eu presque tous les symptômes, la toux, les fièvres, mal partout, la fatigue et tout ça, le mal de tête. Et suite à ça, j'ai décidé d'aller me consulter. Mais qu'est-ce qui vous a amené à vous faire consulter au lieu de penser que c'était un simple palu? Au début, j'avais pensé que c'était un simple palu. Jusqu'à une semaine, j'ai été fiévreuse, tout ça pendant une semaine. Et la semaine d'après, j'ai commencé à perdre l'odorat et le goût. Je ne sentais plus rien du tout. Je faisais la cuisine et je ne sentais pas l'odeur. Je me suis dit, ah tiens, c'est pas normal ça. Il faudrait quand même que... Donc c'était le déclic, la perte de l'odorat. C'est ça. Et vous avez consulté le médecin? Oui. Qu'est-ce que le médecin vous a dit? Il m'a confirmé mes doutes en me disant tous les symptômes se rapprochent des symptômes de coronavirus. Qu'il faut que je fasse les tests pour être vraiment sûr que c'est ça ou pas. Et ensuite, vous avez été prélevé chez vous? Oui. Et en attendant le test, comment vous sentiez-vous? Est-ce qu'il y avait une forme de panique, une forme de stupeur? Oui, j'étais stressée, j'étais très stressée, même peur, parce que je ne savais pas dans quoi je m'embarquerais après le résultat et tout ça. Et d'autant plus que j'ai des enfants, j'étais tout seul à m'occuper d'eux, donc il a fallu... Et quand le résultat est sorti, vous avez été déclarée positive. Comment vous avez accueilli la nouvelle? À vrai dire, j'ai pas eu de réaction. Vu que je m'en doutais un peu que ça pourrait être ça, j'avais pas d'odorat et de goût. Le palu, ça m'avait jamais fait ça auparavant. Donc, Et c'est venu d'où, puisque vous n'aviez plus de doute? Avez-vous eu des contacts avec un malade ou avez-vous voyagé? Non. Est-ce que vous avez une idée sur comment vous avez contracté la maladie? Effectivement, c'est vrai que je ne vis pas au Togo, à Lomé.
Moi, je suis arrivé à Lomé le 24 janvier. Je vis en France et à ce moment-là, le coronavirus n'était pas encore arrivé en France. Est-ce que vous avez eu peur pour votre vie? Oui, j'ai eu peur. D'autant plus qu'on attend plein de trucs qui disent quand on est grosse, obèse, quand on est en surpoids, c'est plus compliqué, des trucs comme ça. Malgré que c'est vrai que j'ai pas des maladies, d'autres maladies qui peuvent m'aggraver la situation, mais j'avais eu peur, oui. Et les symptômes ont duré combien de temps? Vous les avez traînés sur combien de jours? Pendant 1 semaine. Et ensuite, vous avez été prise en charge par les équipes spécialisées. Oui. Comment le traitement a été fait? Qu'est-ce qu'ils vous ont donné? Comment D'abord, ils étaient venus me consoler psychologiquement, on va dire. Ils sont venus me voir, savoir comment j'ai appris la nouvelle, comment j'ai réagi et tout. Et ensuite, il y a une ambulance qui est venue nous chercher. Il nous a ramenés aux quarantaines. Et on a été bien accueillis, on nous a bien traités, nous avons commencé notre traitement le lendemain de notre arrivée. Qu'est-ce que vous preniez comme traitement? Chloroquine et azimi ou quelque chose. Azithromycine. Voilà, c'est l'antibiotique. Y a-t-il eu d'autres médicaments? Non, il n'y a que eu ces 2 médicaments. Et quand vous avez commencé par prendre ces médicaments, vous avez vu votre situation changer, vous vous sentiez plus soulagé? Oui, je me sentais plus soulagé. Déjà, avant même d'être hospitalisé, la semaine d'après, j'avais plus la fièvre déjà, j'avais plus la toux. Et il y avait déjà une amélioration. Oui, mais j'étais toujours un peu fatigué et j'avais pas d'odorat ni le goût. Donc le fait que vous ayez traîné la maladie sur quelques jours avant d'avoir réalisé le test, est-ce que vos proches n'ont pas été contaminés? Vos enfants, 2, paraît-il? Si, mes enfants, j'ai 5 enfants. Sur les 5, il y a l'avant-dernière et mon 3e fils, qui est le plus jeune de mes 3 fils, qui ont été contaminés, mais ils n'étaient pas malades, à proprement dire. Ils étaient asymptomatiques. Voilà. Est-ce que ça n'a pas été un choc pour la famille? Comment elle a pu supporter Oui, ça a été un choc pour nous, pour les enfants, mes enfants et moi. Et pour ma mère, mes soeurs et frères aussi, qu'ils étaient choqués. Parce que déjà, je leur avais prévenu que je vais faire les tests, que je ne me sentais pas bien. Personne n'était d'accord. Il ne faut surtout pas y aller, machin. Je dis, ben non, ça se soigne et je vais faire les tests pour être plutôt rassuré que de ne pas le faire. Donc. Madame Halima Aimon, aujourd'hui, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous êtes guérie dans votre peau? Oui, est-ce que vous avez retrouvé le goût, l'odorat? Est-ce que vous êtes redevenu vous-même? Oui, j'ai retrouvé le goût, l'odorat bien avant même d'être libéré de la quarantaine. Je suis comme avant. Aujourd'hui, vous vaquez à vos occupations. Voilà. Alors, pour terminer, que pouvez-vous dire à ceux qui ont une peur panique de cette maladie, qui redoutent même les malades, même guéris du coronavirus? Il y a une forme de stigmatisation. Exactement. Que pouvez-vous dire? Il me semble que c'est une forme de sensibilisation. Déjà, le fait d'avoir accepté témoigner à visage découvert. Oui. Ben, je me suis dit, si je me cache déjà pour témoigner, ça ne serait pas vrai. Il faut vraiment témoigner à visage découvert pour que les gens ils comprennent que c'est une maladie qui se soigne. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est comme de la grippe ou du palu, quoi. Il faut juste préserver sa famille, accepter d'être mis à la quarantaine. On est bien traité. La seule chose que on est privé de ces déplacements, mais c'est pour protéger le reste des citoyens en même temps. Donc, on est bien traité, bien nourri, logé et tout, dans les bonnes conditions. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Quand on ne se sent pas bien, il vaut mieux aller se faire tester, dépister pour ça, pour en être vraiment sûr. C'est comme ça qu'on protège nos proches, je pense. Merci, Madame Halima Aimon. Vous avez retrouvé votre famille, vos 2 enfants ont été guéris, de même que vous. Oui. Dieu merci.
Et nous vous remercions infiniment pour ce plateau, pour ce témoignage inédit au Togo, un malade de coronavirus qui témoigne à visage découvert. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Témoignage enregistré peu avant le début de cette émission. Gérard Wilson. Oui, alors peut-être demander à nos deux invités leurs appréciations très rapides de ce que vous venez d'entendre, vous qui étiez sur le terrain au combat. Comment vous appréciez ce témoignage de cette femme qui a retrouvé sa santé après ce 2019 ? D'abord, il faut la féliciter pour avoir accepté, parce que je sais qu'avec M. Gilles, on avait tenté de faire une émission comme ça, mais on a été déçus parce que beaucoup de patients qui étaient sortis de l'hôpital ne voulaient pas témoigner. Mais bon, il a réussi à avoir cette dame. Je pense qu'elle a traduit en fait ce qu'elle a vécu. Et je pense que tous les patients sont traités dans de bonnes conditions. On fait ce qu'on peut pour améliorer les conditions de prise en charge de ces patients. Je pense qu'elle a été tout à fait simplement juste. C'est ça. Ouais. Docteur, ça vous rassure? Oui, bien sûr, bien sûr. Nous sommes fiers de nous-mêmes, de ce que nous faisons. Ça reflète exactement ce qu'elle a dit. Ok. Alors, autre préoccupation, c'est le signe de la maladie. Pratiquement les mêmes symptômes que mal distingué très exactement, parce qu'il en a cité quelques cas là. Alors, comment savoir que c'est ça que j'ai ou que c'est un simple palu? Oui, la confirmation, c'est après, à la suite d'un test. On peut avoir une présomption, mais il faut confirmer avec un test. Parce qu'il y a des signes qui peuvent mimer un paludisme, notamment les maux de tête, la fatigue, les douleurs musculaires, qui se retrouvent également dans la COVID-19. Mais il y a des particularités qui peuvent alerter rapidement, tel que la dame l'a dit. Elle fait le paludisme habituellement, mais elle n'a jamais senti l'absence du goût ou bien la diminution de son odorat. Et c'est ça qui a vraiment attiré son attention. Et c'est l'une des particularités de cette maladie. La diminution du goût, ou bien l'absence de goût, ou bien l'absence de l'odorat. Et donc, il y a des signes qui peuvent faire la distinction, ou bien la différence, avec les autres signes. Et c'est la confirmation qui va être apportée par un examen de laboratoire. Et c'est ça le risque aussi. On a peur de ne pas aller se faire consulter. Par exemple, quand on a un simple palu, on a peur que ce soit la Covid. Oui, c'est pas un risque. C'est pas un risque. Au contraire, je crois que les émissions de ce genre, quand nous les animons, c'est pour amener la population à aller rapidement à la consultation. Dès les premiers symptômes. Dès les premiers symptômes. En ce moment, les agents de soins distingueront, selon qu'il s'agit du paludisme ou du Covid-19 ou autre maladie, fonction des résultats des analyses qui vont être demandées et qui vont être réalisées. Docteur Aoussi, existe-t-il un protocole de suivi pour les personnes guéries? Est-ce que vous les accompagnez? Exactement. C'est un travail que nous faisons en concert avec le département gouvernemental en charge de l'action sociale. Et plusieurs réunions ont déjà lieu et ce département qui est structuré sur toute l'étendue du territoire est en appui avec les structures décentralisées sanitaires pour pouvoir aider donc à la prise en charge des personnes infectées et aussi de leurs familles. En l'absence de remèdes homologués contre le virus, il reste la prévention, les gestes barrières, un produit clé popularisé dans le contexte de cette pandémie, la solution hydroalcoolique qui va faire l'objet de notre premier duplex avec un professeur, Didier Pité. Le professeur Didier Pité est médecin infectiologue, épidémiologiste, spécialiste de l'hygiène des mains et du contrôle des infections. Il est co-inventeur de la solution hydroalcoolique. Professeur, comment en êtes-vous arrivé à cette solution hydroalcoolique? Alors, tout d'abord, merci de m'accueillir sur vos ondes. Et puis, vous répondre que je ne suis pas, en fait, l'inventeur de la solution hydroalcoolique. J'ai participé avec le pharmacien William Griffith à son élaboration avancée, de manière à ce qu'on puisse faire qu'elle soit appliquée souvent sur les mains des soignants
Par contre, je suis le diffuseur de la stratégie qui consiste à remplacer l'hygiène des mains avec de l'eau et du savon par l'hygiène des mains avec la solution hydroalcoolique, ce qui implique de disposer de la solution hydroalcoolique ainsi que d'une stratégie en plusieurs éléments qui permet la promotion de l'hygiène des mains. Alors, qu'est-ce qui a fait que finalement nous avons eu cette idée ou que nous avons au fond transformé les routines de soins dans les hôpitaux et dans les soins de santé, les services de santé aujourd'hui dans le monde entier? Eh bien, c'est tout simplement le fait que dans le début des années 1990, c'est-à-dire maintenant il y a de nombreuses années, je dirais il y a 30 ans, nous nous sommes aperçus que, bien entendu, l'hygiène des mains était extrêmement importante, puisque l'hygiène des mains, à elle seule, peut réduire la moitié, au moins, des infections acquises dans les hôpitaux, mais qu'il était pratiquement impossible pour les soignants de pratiquer le lavage des mains avec de l'eau et du savon au moment approprié, au cours des soins. Et c'est la raison pour laquelle nous avons transformé les procédures de soins en remplaçant l'hygiène des mains au lavabo avec de l'eau et du savon par l'utilisation de la solution pour friction hydroalcoolique des mains. Merci professeur, mais pourquoi pas l'alcool simplement? Pourquoi une solution hydroalcoolique? Quelle est la différence? Et pourquoi cette solution hydroalcoolique est plus efficace qu'un alcool simple, par exemple, pour se désinfecter du coronavirus? Alors, l'alcool doit être mélangé à un petit peu d'eau. Alors, vous avez de l'alcool à environ 75 à 95%, mais en principe entre 75 et 85%. Vous avez ingrédient numéro 2, de l'eau, et évidemment que quand vous utilisez simplement de l'alcool avec de l'eau sur vos mains, eh bien ça use les mains. C'est très désagréable et ça pique. Et nous y avons ajouté ce qu'on appelle un émollient protecteur des mains, mais en d'autres termes, dans la solution que nous avons développée, nous avons ajouté tout simplement de la glycérine. Donc, 3 éléments, de l'alcool à un pourcentage défini, avec une certaine fourchette, de l'eau et de la glycérine. Lorsque l'eau ne peut pas être une eau pure, eh bien, on ajoute aussi un 4e élément, qui est au fond un tout petit peu d'eau oxygénée qui permet d'éviter que le flacon ou le contenant dans lequel vous mettez de l'alcool puisse être auto-contaminé, notamment par des spores. C'est un détail chimique, mais c'est ce que nous pratiquons dans tous les endroits du monde dans lesquels la préparation locale de la solution hydroalcoolique se fait, et c'est le cas notamment dans beaucoup d'endroits sur votre beau continent. Professeur Didier Pittet, pourquoi l'hygiène des mains finalement est-elle si primordiale dans la lutte contre la maladie à coronavirus? Alors, soyons clairs, l'hygiène des mains est absolument primordiale pour la prévention des risques infectieux dans les hôpitaux, de même que pour la prévention des infections en général dans la communauté. Ça, c'est prouvé depuis de très nombreuses années. Et dans le contexte des infections liées aux soins, qu'on appelle aussi infections nosocomiales, nous avons pu déterminer, il y a maintenant 20 ans, qu'en améliorant les pratiques d'hygiène des mains, on pouvait réduire les infections, par exemple les infections à staphylocoque, par exemple les infections à Gram négatif dans les hôpitaux. Donc, nous avons démontré le bien fondé. Nous avons démontré aussi le bien fondé de la réduction des infections dans des situations d'enfants vivant entre l'âge d'1 année et 5 ans. Et on a pu réduire les taux de pneumonie, les taux d'infection de peau, même les taux d'infection du sang, tout en ayant une meilleure hygiène à la maison. Alors maintenant, pour le coronavirus, il est évident que l'eau et le savon fonctionnent tout à fait bien pour
faire disparaître le coronavirus. Mais évidemment, la solution hydroalcoolique est plus facile à utiliser. Elle est aussi plus efficace parce qu'elle tue plus rapidement les virus, alors que le savon ne fait qu'enlever le virus. La solution hydroalcoolique tue le virus. Et puis surtout, la solution hydroalcoolique, vous pouvez l'avoir sur vous. Vous pouvez vous promener avec cette solution hydroalcoolique, alors que très souvent, vous ne trouvez pas de lavabo, ou que parfois, comme vous le savez bien, lorsque vous trouvez un lavabo, il se peut parfaitement qu'il n'y ait pas d'eau dans ce lavabo, ou alors même que cette eau soit sale. Nous avons fait des études au Vietnam, par exemple, où nous avons pu déterminer que les soignants qui se lavaient les mains avec de l'eau et du savon avaient souvent les mains plus sales après s'être lavé les mains qu'avant, parce que tout simplement l'eau était contaminée. Gérard Wilson. Oui, alors donc on vient de suivre donc le professeur Pittet sur la question, et en l'absence de tout traitement, donc ce sont les gestes barrières. Est-ce que vraiment ça a fonctionné chez nous, M. Baoué, Dr Baoué? Oui, on ne peut pas dire que ça n'a pas fonctionné. En tout cas, c'est de jour en jour, on essaie d'impliquer la population dans la mise en application de ces gestes barrières. Mais je pense que ça fonctionne parce que lorsque vous sortez en ville, on va avoir des dispositifs de lavage des mains qui sont disposés partout. Et ça veut dire que les gens ont compris et puis les gens essaient d'appliquer tout ce que nous disons. C'est votre constat aussi Bon, disons que je vous assure que je vais féliciter la population pour son adhésion à ces mesures barrières. Cependant, il y a dans certains quartiers périphériques de Lomé et dans certains villages, je crois qu'un grand effort reste à faire pour booster davantage la population au strict respect de ces mesures barrières. Sans ça, vous savez, l'effort que nous faisons ne fera que retarder la progression de l'épidémie. Mais si nous continuons par respecter ces mesures barrières, étant donné que c'est essentiellement une maladie du tractus aérien, donc il suffit seulement de porter le masque, de fermer la bouche et le nez, de respecter la distance physique, d'éviter les rassemblements inutiles, les retrouvailles inutiles, de laver régulièrement les mains parce que ces mains peuvent être souillées de microbes, y compris le microbe qui donne la maladie au coronavirus 2019. Quand on respecte toutes ces mesures, le risque de se faire infecter est moindre. Merci. Ce qui veut dire qu'il faudrait que nous insistons la population à continuer par respecter ces mesures barrières. Le port de masque est rendu d'ailleurs obligatoire dans les lieux publics. Alors, peut préparer à affronter les défis d'une telle pandémie. Les médecins togolais se sont rapidement organisés pour la riposte avec les résultats qu'on connaît. Covid-19 au Togo, les soignants en première ligne. Reportage. Dès l'apparition des premiers cas de Covid-19 au Togo, le personnel soignant du CHR de Lomé Commune s'est spécialisé dans la riposte à la pandémie. Masques, combinaisons, produits désinfectants, gestes barrières s'ajoutent désormais à la traditionnelle blouse blanche que l'on croisait dans les allées des hôpitaux. Appelés à se protéger davantage dans cette lutte, ils ne devraient pas être infectés et devenir source de contamination du reste de la population. Sont-ils différents des autres ? Le profil du personnel n'est pas autant différent de ce qui est fait dans un hôpital classique, sauf que nous avons mis la responsabilité des soins sous le responsable du département des maladies infectieuses. Autour de lui interviennent tous les spécialistes. Vous avez un malade de Covid-19 qui a en même temps le diabète, il a besoin de l'expertise d'un diabétologue. Vous avez un qui a l'hypertension artérielle avec des signes cardiaques, vous avez besoin de l'expertise d'un cardiologue, et ainsi de suite. Bien évidemment, je n'ai pas oublié la pneumologie. À côté de ces médecins, vous avez toute une panoplie de personnel paramédical, à commencer même par les infirmiers de soins, avec des techniciens d'hygiène et d'assainissement. Prévenir vaut mieux que guérir, l'on dit. Les pédagogues avaient prévu dans la programmation de leur module le cycle de formation en gestion des pandémies. Il y a des unités d'enseignement qui s'occupent de ces questions, de ces pandémies qu'on appelle la santé publique et la méthodologie de la recherche. Même cette année, en tout début de la pandémie, ce cours a été fait aux étudiants
sur la gestion ou bien sur les stratégies de lutte du coronavirus. La psychose étant passée, aujourd'hui, c'est dans un état d'esprit serein qu'officie le personnel soignant. C'est vrai qu'au début, il y avait quand même une certaine peur chez beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, après 3 mois, aucun personnel travaillant sur le site n'a jamais été infecté. Ça aussi, c'est un aspect qui peut donner encore de l'énergie, un bon moral à tout le personnel. Mais dans l'ensemble, le moral est bon et tout le monde va à ses occupations puisqu'on travaille dans une certaine discipline. Lavons-nous les mains, portons le masque, restons chez nous, sauvons une vie. Lavons-nous les mains, portons le masque, restons chez nous, sauvons une vie. Lavons-nous les mains, portons le masque, restons chez nous, sauvons une vie. Vous l'avez vu, le personnel soignant, Dr Aoussi, est-il toujours motivé et encouragé pour la cause? Je pose la question parce que dans certains pays, au Nigeria par exemple, il y a eu une longue grève du personnel soignant durant cette période délicate. Moi, je crois que nous pouvons être très contents au Togo parce que d'abord, le choix de devenir un soignant, c'est une profession assermentée, c'est un engagement. Et je voudrais saluer cet engagement donc, de tout le personnel soignant au Togo. Cela dit, le gouvernement aussi fait tous ses efforts pour pouvoir accompagner le processus. Et il n'y a pas que les soignants. Il y a le personnel qui fait le suivi et l'investigation de terrain, ce que nous appelons l'épidémiologie de terrain, ceux qui font la détection des cas et qui font l'investigation autour des contacts de ces cas-là. L'ensemble du personnel aujourd'hui est véritablement engagé et nous voulons vraiment les saluer. C'est ça. La préoccupation demeure toujours que le système de santé même, notre système de santé, 3 mois, le système de santé est-il de jours à venir avec cette pandémie? Oui, si on continue sur cette lancée, je pense que désormais on sera prêt à affronter les éventuelles épidémies ou pandémies. Aussi? Bien évidemment, en fait, c'est parce que nous étions toujours prêts. Et avec l'épidémie de Ebola qui a sévi entre 2014 et 2015 en Afrique de l'Ouest, ça a boosté le système à ce qu'on appelle de preparedness. C'est la phase de préparation. Et il y a même eu quelques exercices de simulation qui ont été faits. Et ce qui a fait que dès que cette épidémie était annoncée en janvier, et les réunions préparatoires au niveau technique avaient commencé. Et si vous vous rappelez, même au plus haut niveau, il y a le comité national de crise qui était mis en place et dirigé par le chef de l'État, ce qui fait que nous avons amorcé vraiment cette épidémie avec beaucoup de sérénité. Alors, cela dit, on ne peut pas dire que tout est rose, mais tous les jours que Dieu fait, nous nous réunissons pour pouvoir régler les problèmes au fur et à mesure. Merci d'être passé sur ce plateau, docteur Baoué. Courage à vous. Merci. Nous arrivons donc à la fin de ce premier panel. Nous remercions également notre confrère Gérard Wilson de la RTDS et nos confrères de TV2 également qui sont en duplex avec nous dans le cadre de cette émission spéciale. Merci Gérard. Merci à vous également Gilles pour l'invitation. Une pause, 10 minutes, un nouveau panel avec d'autres invités tout aussi prestigieux. Dans un instant, la vie avec la Covid-19.